Le cercle RH, notre débat, on parle des indépendants. Alors, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, on en parle un petit peu moins. D'ailleurs, on en parle assez peu dans la campagne présidentielle, puisqu'on fait écho à la chronique précédente. Que sont-ils devenus, ces fameux indépendants ubérisés, ceux des plateformes? Il y a eu des procès, Deliveroo notamment. Et puis, il y a les autres indépendants, il ne faut pas les oublier. Il y a une loi récente qui a été votée à l'Assemblée nationale qui améliore la protection sociale de ces indépendants qu'on appelle, ça c'est le mot positif, les freelances. Quand on dit je suis freelance, ça veut dire que j'ai accepté, je suis graphiste et que je travaille pour plein de patrons et je suis plutôt heureux et je gère mon temps. J'espère que j'ai fait la bonne photographie parce que j'ai deux expertes sur le plateau. Inde El Idrissi, merci d'être avec nous, cofondatrice indépendante de Indépendant avec un S.co. Vous êtes spécialiste du sujet, alors vous accompagnez ces débats autour de l'ubérisation, mais aussi sur les questions de protection sociale des indépendants qui réclamaient une meilleure protection. On fera le point avec vous dans quelques instants. Emmanuelle Barbara, merci de revenir sur notre plateau. D'ailleurs, merci à vous de revenir toutes les deux, avocates associées en droit du travail dans le cabinet Auguste de Bouzy. Spécialiste de ce sujet, vous vous exprimez et vous vous êtes souvent exprimé sur ce sujet. Question simple, très grand public. Il existe toujours encore des indépendants ubérisés où je suis naïf, j'ai l'impression qu'après tous les procès, les polémiques, les entreprises, plateformes avaient dit on va tout réformer, on va faire des efforts. Il y en a encore des indépendants ubérisés ou pas? Non, je suis naïf, je vous vois sourire. Non, je ne saurais pas. Non, c'est l'expression que je trouve intéressante des indépendants ubérisés. En fait, c'est des indépendants tout court, si je puis dire. Ubérisés éventuellement si on imagine qu'ils viennent heurter un ordre et un agencement économique ancien. Donc ça, c'est pour le mot ubérisé. Mais pour le mot indépendant, c'est une activité très en forme. Si je vous donne juste une donnée intéressante. À fin 2021, la progression d'inscription en tant qu'indépendant a progressé de 19% entre 2020 et 2021, et dans les 19%, 64% sont auto-entrepreneurs, qui est la forme la plus usuelle pour être soit freelance, soit auto-entrepreneur dans les secteurs que vous dites. Donc une progression. Et deuxième point, je trouve intéressant un autre chiffre. Pendant à la fin de l'année 2021, là encore, une progression de littéralement plus 44% de demandes de livraison et de ce genre de service, du fait d'une hausse de la consommation dont on peut penser que la pandémie a pu jouer. Évidemment. Donc voilà les données, et donc il y a du monde, et donc le système, de ce point de vue-là... Emmanuelle Barbara, dans le chiffre brut que vous nous apportez, qui est très intéressant, dans cette progression de ce secteur qui se porte bien, enfin de ce statut qui se porte bien, vous y incluez donc, on est bien d'accord, ces fameux livreurs, qui est la partie émergée de l'iceberg, de ceux qu'on voit avec un sac Picard à vélo ou à scooter, on est d'accord? Tous les chiffres que j'indique sont indifférenciés. Et d'ailleurs, ils posent un problème eux-mêmes, parce que je me fie là à un rapport du mois de mars 2022, on n'est pas en retard, de la DARES, qui explique que pour les plateformes, comme on dit, B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, donc des services, en réalité, on n'arrive pas à pister parce qu'il n'y a pas de système de référentiel suffisamment précis. D'où cette globalisation, en fait. Oui, de pister qui est quoi et qui va où. Et donc, on a un mal fou. On a des chiffres qui sont flous, donc on ne sait pas si c'est 100 000 ou 800 000. D'où ma question, la répartition, parce que c'est vrai que la partie émergée de cet iceberg, il suffit de se balader dans Paris ou dans des grandes villes pour voir ces gens qui ont soit alors les plus chanceux ont vraiment la marque Deliveroo avec un vrai sac isotherme, puis les moins chanceux, si j'ai bien compris, ont juste le petit sac Picard abîmé, usé, en scooter ou à vélo, et qui continuent à faire de la livraison, qui progresse, dites-vous. Elle vous va, mon expression d'indépendant ubérisé, où vous dites, moi je parle d'indépendant de manière indéfinie? Moi, je parle d'indépendant de manière indéfinie. Vous avez raison là-dessus, parce que, en plus, on est sur des qualifications juridiques, et juridiquement, ce sont aujourd'hui des indépendants. Au-delà de. Enfin, je m'autorise. Le débat juridique qui était posé par les avocats, c'est de dire que ces gens de plateforme avaient un seul employeur, qu'on pouvait les requalifier en CDI, et qu'il y a eu d'ailleurs de retentissants procès, ce qui n'est pas le cas d'un freelance qui n'a pas envie d'être qualifié en CDI, qui est bien heureux de faire du graphisme pour des grandes entreprises, et qui n'a absolument pas envie de partir en CDI. Donc, c'est pas les mêmes quand même. Alors, c'est des réalités vécues qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on a des indépendants qui sont heureux, qui ont choisi, qui vivent en fait cette liberté au quotidien. Et effectivement, on a d'autres
types de métiers et d'autres, on va dire, statuts, mais aussi en termes de niveau de revenu, c'est beaucoup plus bas. Le turnover aussi est très important. Et en fait, je trouve assez sain que ça nous interroge en tant que société les conditions de vie et de travail de ces personnes-là. Oui. Parce que je pense que c'est ça le vrai sujet. Donc il faut bien un recensement qu'on n'a pas. On ne peut pas les recenser puisqu'on n'arrive pas à savoir qui est qui. Alors, voilà, en fait, je pense qu'on arrive quand même à les recenser. Même dans le rapport de l'Institut Montaigne, il y avait eu un chiffrage. Donc on est quand même capable de chiffrer. Dont vous êtes membre du comité directeur d'ailleurs. Voilà, entre 100 000 et 200 000, voilà, c'était ça les chiffres. Donc on sait quand même. Hein. Voilà, mais cela dit, et c'est pour ça que moi je représente un syndicat d'indépendants, il y a 3 millions d'indépendants. Les travailleurs de plateforme ubérisés, c'est entre 100 000 et 200 000. Donc, c'est pas non plus toute la panoplie. Et c'est important d'avoir une réflexion sur l'ensemble. Je précise que vous avez vous aussi une structure, parce que vous êtes aussi au contact des indépendants. Vous avez une entreprise. Oui, tout à fait. Non, mais il faut le préciser. Vous dirigez indépendant.co, puis vous avez aussi un système d'aide, d'accompagnement des indépendants sur l'aspect assurantiel dont il faut qu'on parle. C'est ça, absolument. Donc, moi, je dirige une mutuelle, WeMind, qui accompagne des indépendants et des entreprises. Donc, sur les questions de protection sociale, ça me permet de bien connaître le sujet. Avant de parler des mutuelles et de la protection sociale, qui est la grande angoisse des indépendants, parce qu'en fait, ils se jettent parfois dans ce métier sans savoir au départ qu'ils vont devoir se protéger, payer leur mutuelle, s'organiser. Un mot quand même sur notre monde, notre rapport au travail. Vous évoquiez des chiffres de la DARES très récents. Vous dites que c'est un statut qui se porte bien. Vous, l'avocate qui avait une vue panoramique, comment vous l'analysez? C'est lié au fait que l'emploi se porte bien, mais le salariat est un peu plus malade? C'est que les salariés, aujourd'hui, sont en train de sortir de ce statut pour partir dans des modes plus libres, plus indépendants? On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, mais c'est évidemment pas à ce point structurel, pas à ce point, j'allais dire, vrai. Un chou caricatural, quoi, mais, un peu. Voilà, disons que ce que l'on peut dire, surtout à l'issue de 2 ans de pandémie qui sont venus créer aussi une déflagration dans l'univers salarié. En fait, on parle des indépendants, mais la réalité, c'est que c'est l'univers salarié qui est sous les affres d'une déflagration très substantielle, parce que le télétravail obligatoire en grand a révélé justement ces questions qu'on appelle aujourd'hui le rapport au travail. C'est exactement ça. Donc vous voyez, c'est pas tout la faute ou tout seulement l'attraction en soi du surgissement de cette autre déflagration qu'est le surgissement de la plateforme en général, Deliveroo, Uber et tous les autres, ça et surtout dater, toutes les autres. Donc oui, c'est vieux. Voilà, ça commence à dater dans le sujet. 5 ans, c'est une vie. Enfin, franchement, c'est très loin. Donc ce rapport au travail, vous l'évoquez fort justement, et je pense que l'amplification et la révélation de la pandémie sur que fais-je, pourquoi faire, tiens, je suis augmenté derrière mon ordinateur, mais alors dans le fond, est-ce que je ne peux pas vivre ailleurs, est-ce que je ne peux pas travailler autrement, est-ce que je ne pourrais pas d'ailleurs empiler des statuts? La multi-activité est en train de gagner à terme, encore une fois, il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas de fin du CDI, il n'y a pas de rien de tout ça. Mais on peut empiler, on peut faire plusieurs choses. Exactement, mais une diversité des statuts et des envies qui doivent s'adapter à nous. C'est ça la différence par rapport à métro, boulot, dodo dans le temps. Oui, c'est que désormais, je peux avoir une vague influence sur ce que je veux faire, comment je veux le faire et avec qui, etc. C'est ça qu'on est en train d'observer. Donc, vous dire que c'est un mouvement uniforme, c'est pas vrai, mais vous dire que c'est poli avec des formes multiples, destiné à caractériser finalement un système très ouvert et très hétérogène, la réponse est oui. Ça, c'est l'analyse passionnante. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un début, pas d'autonomie, mais de choix. C'est-à-dire de pouvoir se dire, voilà, je prends un peu en main mon destin, parce que c'est le sujet dans lequel on est. Ça, c'est intéressant. Et je me souviens de débats politiques, puisque j'en ai fait quelques-uns, où on nous disait, mais attention, notamment venus d'élus de la gauche, voire même de l'extrême gauche, qui disaient... on va rentrer dans le système américain, on va avoir plein de métiers en même temps, de statuts différents, qui était le modèle américain que la France a combattu, mais finalement dans lequel on est en train doucement d'entrer. Est-ce qu'on peut le voir aussi de cette manière? Oui, bien sûr. Il y a à la fois la liberté, puis il y a aussi l'idée qu'il faut accumuler plusieurs boulots, à la fois pour trouver du bien-être et pour avoir un pouvoir d'achat qui nous permette de vivre. Bien sûr. En fait, vous l'avez souligné au début, vous avez des indépendants, des freelances dont on peut penser qu'ils sont heureux parce que ça se passe bien. Ils le sont pour certains. Et tout à fait, vraiment. Ils le sont. Oui. Et donc, ils se créent leur propre liberté, leur propre sécurité, ils voyagent, etc. Et puis, à côté de ça, la réalité du travail pour d'autres niveaux de revenus, dans d'autres activités, les choses, elles sont beaucoup plus complexes parce que, effectivement, le monde du travail américain, il ne fait pas rêver quand vous devez cumuler 3 mini-jobs pour pouvoir vous en sortir
sortir et être fatigué, des mamans avec des enfants, Bah ouais. etc. Et on Donc, vous c'est dit des que vous choses- serez indépendant, hein, pas le choix. Voilà, et on vous dit que vous êtes indépendant, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit que vous êtes indépendant? Ça veut dire que vous n'avez pas de garantie d'activité. Le jour où il n'y a pas Exactement. de travail, on vous en donne pas. D'ailleurs, c'est ceux Donc- qui démissionnent en grande partie aux États-Unis. Hein. Voilà. C'est la grande démission. Hein. C'est ça. Donc, alors, je ne sais pas si je peux parler de protection sociale, parce que je pense Mais bien que sûr qu'on va en parler. c'est l'enjeu. c'est le sujet de notre époque, parce que les sujets de statut, on en parlait un petit peu avec Emmanuel avant de rentrer sur le plateau. J'en étais, mais évidemment. Les sujets de statut, ils occupent les juges, ils occupent voilà. Donc voilà, les avocats, etc. Donc c'est bien qu'on discute des statuts. Mais si on discute de la réalité vécue au Je suis quotidien, malade, je tombe malade. exactement. Et oui. Qu'est-ce qui se passe quand je tombe malade? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'activité, plus d'activité? Qu'est-ce qui se passe quand je dois me former, me reconvertir? Donc en fait, il y a un parcours de vie, un parcours professionnel. Et ça, c'est tout le sujet de la protection sociale. Et donc vous l'avez souligné, on a eu des avancées l'année dernière, le plan indépendant. Oui, et une loi votée récemment. Voilà, la loi qui vient d'être votée. Alors, cette loi, elle apporte un certain nombre de choses. On en avait déjà parlé, c'est la protection du patrimoine. Tout à fait. On Très sépare bien. le patrimoine de l'entreprise du patrimoine personnel. Voilà. Mais sur la protection sociale, on a quoi aujourd'hui sur la C'est protection faible pour sociale? Oui, c'est très faible. Il y a une différence énorme entre la protection sociale du salarié et la protection sociale de l'indépendant. Et ça, c'est un sujet qu'il faut attaquer réellement, sérieusement. Et en fait, le jour où on aura résolu cette question du parcours de vie que vous pouvez avoir en étant sur un statut d'indépendant, Et en étant protégé, pour le dire et simplement, en parce que étant on parfaitement... peut l'avoir, le parcours de vie. La question que vous soulevez, c'est un parcours de vie Exact. protégé Exactement. et accompagné. Vous la trouvez sévère, Inde, sur cette loi qui serait trop faible sur le plan de la protection sociale? Enfin, en tout cas, la loi, si vous faites référence à la loi sur le patrimoine, elle n'a pas pour objet uniquement de résoudre cette question-là, parce que c'est essentiellement, là encore, une histoire de statut et de patrimoine. Mais en fait, enfin, j'ai simplement un tout petit peu sourcillé parce que on assiste quand même depuis plusieurs années, enfin vraiment depuis plusieurs années, à une forme d'harmonisation et de rapprochement, hein, parce que des statuts, je veux parler de la maternité par exemple, des indépendantes femmes ou des salariés, la durée est la même. C'est vrai. C'est vrai. La protection sociale complémentaire, figurez-vous, dans la loi de finances de sécurité sociale pour l'exercice 2022, pose le principe d'une complémentaire chez les indépendants applicable en 2023. Donc, vous voyez, on se rapproche. Et sur ce qu'on appelle l'ATI, c'est-à-dire l'allocation du travail indépendant, vous vous souvenez sans doute de la loi, en 2017, on avait dit, voilà, on va mettre en place un système d'assurance pour les indépendants. Oui, alors c'était enfin bon, ça n'avait aucun sens. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Non, et puis en plus, il y avait quelque chose d'assez humiliant en quelque sorte, de passer par un redressement judiciaire, enfin tout ça pour... Exact. Tout ça est en refonte. On est actuellement dans les projets de décret qui ont pour objet de remonter le montant, de trouver une forme de calcul sur la base des revenus des 3 dernières années un peu plus souple. Voilà, on améliore le système. Non, Donc, ça reste plafonné, non, mais ça reste pas reste plafonné à 800 euros ça par reste mois. plafonné à 800. Mais on était à 600, on était à 0 il y a 5 ans. Donc, on est d'accord que... Concrètement, plafonné à 800, ça permet quoi, ça? Juste qu'on soit donner concret. 800 au lieu 800 au lieu de... 800, 600. D'accord, bon. c'était, Oui. enfin voilà, c'est entre 600 et 800, voilà. Mais D'accord. cela dit, on sait très bien que quand vous êtes salarié, vous gagnez 2500 euros par mois. Le jour où vous êtes au chômage, vous avez 70% de ce que vous avez gagné. Là, c'est 800 euros par mois. Vous pouvez passer. C'est capé. Voilà, exactement. Donc c'est capé. C'est la même chose pour tout le monde. Et en plus, il faut arrêter son activité. Il faut vraiment. Exact, il faut rien faire. s'arrêter Donc il faut de vivre avec travailler. 800. Il faut s'arrêter de Ce qui est travailler impossible, et en aller fait. s'inscrire à Pôle Mais emploi. excusez-moi, Donc, question plus politique et qui est On y posée va. aux candidats, est-ce qu'on, finalement, dans cette espèce de poussée de l'indépendance qui cartonne, vous le dites, on n'est pas encore sur un vieux code du travail bâti sur la contractualisation, sur le contrat de travail, sur le CDD, sur le CDI, et que cet espace de l'indépendant, encore une fois, pour des raisons qui sont aussi politiques, qui sont aussi liées à notre histoire politique, font que, bon, c'est un peu l'enfant pauvre, sauf que la réalité des chiffres montre qu'une partie des salariés se battent pour ce statut. Donc vous êtes d'accord avec cette... Je suis parfaitement d'accord qu'on a en quelque sorte une sorte de promesse de Graal qui se trouve être... sur laquelle on a bâti notre agencement ça. économique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le pays. On a créé ce qu'on appelle une société de production industrielle de masse et une société de consommation de masse. Bon, aujourd'hui, ça fait un moment que c'est plus comme ça. Et ce qu'on est en train d'observer
observé à l'œuvre, c'est que, à coup pour le moment, pas pour le moment, mais depuis, à l'époque, on essayait de rustiner un peu tout ça en créant des contrats de travail au travers de la requalification d'un contrat commercial. Je parlais du portage salarial. Oui, le portage. On a créé on a agrandi, élargi les groupements d'employeurs. On a créé la CAE, la coopérative d'activité d'emploi, pour élargir encore le champ, j'allais dire les bras généreux du contrat de travail pour accueillir des gens qui sont dans le contrat, qui font du prestation de service. Toujours dans ce. Bon, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle est la place réelle des indépendants, et être indépendant, est-ce désirable ou pas? Parce que c'est une question politique, puisque jusqu'à présent, c'était le CDI, etc. Exactement. Le CDI, 30 ans d'ancienneté, et de moins en moins en cours, et en tout cas de moins en moins Moi, couru. je me rappelle du ministre qui avait lancé les auto-entrepreneurs, puisque aujourd'hui c'est micro-entreprise, mais à l'époque, je me souviens des débats à l'Assemblée sur cette micro-entreprise, c'était des débats d'une très grande violence, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait. Donc ce statut était mal accepté. Non seulement il était mal accepté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a été mis en place, qu'on le veuille ou non, la loi a été votée avant même que ne surgisse la fameuse première plateforme où on a trouvé une forme de débouché intéressant. Évidemment. Mais vous imaginez, donc... non mais vous devez le ressentir, parce que je pense, excusez-moi de revenir à mes fameux livreurs que je croise assez régulièrement, comme tout Parisien qui se balade dans la ville. Il a un accident de vélo, il se casse le genou, ne peut plus travailler. Il reçoit par course 4 €. Enfin, ses revenus sont assez faibles. Il a une mutuelle, il a une couverture. Comment il s'en sort, ce garçon? Non, alors d'ailleurs c'est intéressant parce que moi j'aime bien positionner le sujet sur la question des droits sociaux des indépendants. Ouais. Vous êtes livreur très souvent. Vous avez des personnes qui sont jeunes, qui sont en première année d'activité. Tout à fait. Alors je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, c'est que quand vous êtes salarié et que vous avez un accident, c'est votre premier jour de travail, vous avez un accident, vous êtes indemnisé. Automatiquement. Et automatiquement. Quand vous êtes indépendant, vous avez une indemnisation à condition que vous soyez en deuxième année d'activité. Donc la première année, on n'est même pas couvert. La première année, vous avez 0. Mais vous vous rendez compte? Vous avez 0. Mais vous vous rendez compte? Et ça, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, un développeur informatique qui a eu un accident, il s'est fait percuter par une voiture. Il était développeur informatique en première année d'activité. Voilà, il n'est pas riche, hein. Il avait 0. Comme le livreur qui avait un accident. Et il n'a pas été couvert? Non, donc il n'est pas indemnisé parce qu'il est en première année d'activité. Donc après, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est des sujets qu'il faut poser. Il faut se demander pourquoi, vous avez raison de le poser, pourquoi on pense qu'un salarié, quand il commence dès le premier jour, voilà, vous rentrez ici sur votre plateau, on est au travail, voilà, s'il y a un accident, Dieu merci, on est couvert. Par contre, on est indépendant, la première année d'activité, vous n'existez pas. Donc ça fait partie des choses que nous, on pose sur la table en disant, reprenons la question des droits sociaux. Une égalité des droits. Et réfléchissons à comment il faut faire évoluer ça. Le mot égalité des droits, quand on confronte deux systèmes, l'un qui est notre modèle traditionnel, d'un modèle de l'indépendance qui est l'entreprise, le patron, l'argent, la richesse, tout ce que ça véhicule de fantasmes, le système ne le veut pas. On voit bien qu'il marque une différence entre l'indépendant, dans sa symbolique, et le salariat. Parce que c'était dans sa symbolique. Rappelons quand même que les indépendants étaient essentiellement occupés, j'allais dire à l'époque, quand on appelle tous ces gens-là des non-salariés, c'est-à-dire en négatif, quand même, je rappelle. Les non-salariés. Des non-salariés, des nobodies, en quelque sorte. On les loin, les TNS, c'est quand même, vaut mieux pas, quoi. Ça pourrait sauter à la figure. Oui, donc, vous avez raison. Le non-salarié est déjà quelqu'un faut faire attention. Mais par ailleurs, ces non-salariés, ils sont répartis essentiellement, de manière traditionnelle, commerçants, artisans, activités libérales. Et chefs d'entreprise. Certains, je dirais. Parce que maintenant, il y en a de moins en moins. Bah oui, loin s'en faut. Enfin, pas tous. Et donc, voilà, c'était ça la catégorie. Alors forcément, elle s'étoffe. Et donc forcément, on a des sujets. Mais à quel moment ça casse? Vous nous dites, il y a cette première année qui n'est pas prise en charge, qui est une erreur que j'espère le législateur réparera un jour. Oui, c'est à l'œuvre. Non, ça y est, c'est à l'œuvre. Oui, c'est plus que ça. Deuxième sujet, par la masse des indépendants, par l'augmentation de ceux qui choisissent ce statut, il y a une poussée par le bas qui va faire remonter aux députés, aux élus, aux maires, j'imagine. Il y a un autre sujet qui est fondamental. Il y a la protection sociale, vous l'évoquiez, puis il y a l'idée que cet indépendant, je ne parle pas de celui, entre guillemets, qui est lié à des plateformes et qui galère, mais il y a celui qui gagne bien sa vie. Il y a l'indépendant qui a beaucoup de clients, qui a accumulé un bon salaire et qui un jour va voir une banque et il lui dit, voilà, je gagne 7 000 € par mois, j'ai bien réussi, là, ça marche bien. Le banquier lui dit quoi?
Mais dites donc, et vos fiches de paye, mon ami? Mais voilà. Si c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vous auriez un bulletin de paye que ça m'arrangerait pour mes règles de gouvernance diverses, pour que ça rentre dans les cases. Donc pas de bulletin de paye, pas d'appartement. Et là, vous touchez d'un sujet, alors là, avec Inde, on en a beaucoup parlé, ça a été vraiment un de nos sujets de travail, même à l'époque de ce rapport-là que tu évoquais tout à l'heure, c'est l'idée qu'on a un sujet de réconciliation des actifs et surtout d'accès au logement, point 1, point 2, accès au crédit, qui soit adossé à autre chose que le brave bulletin de paye. Il faut qu'on l'adosse à un autre scoring. Mais on fait comment? Parce que là, au moment où on se parle, c'est la réalité des indépendants. S'ils poussent la porte de la banque à l'ouverture, elle doit être ouverte, il est tôt. Là, aujourd'hui, ça ne marche pas. Le type lui dit non, mais il y a une loi qui... Non, il n'y a rien qui protège l'indépendant dans la banque. Il se prend toujours la porte dans la figure. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut inventer pour lui permettre d'accéder soit à une location, où le bailleur dit, bon, bah, écoutez, vous êtes indépendant, mais vos revenus, ça va, et mieux, pour pouvoir installer sa famille dans un appartement ou une maison? Alors, en fait, votre question, elle est hyper intéressante parce que figurez-vous qu'on a le même problème pour les salariés. La question que vous avez... Non, mais c'est vrai. Donc il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent accéder au prêt, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est ce que vous dites? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que pour les salariés, on a le même problème, mais on a trouvé des solutions. C'est vrai. Alors que chez les indépendants, on a le problème, mais on n'a jamais trouvé de solution. Alors je vous donne un exemple. Quand vous êtes salarié, vous allez, pour louer un appartement, on va vous demander de gagner 3 fois le loyer, etc., etc. Si vous ne rentrez pas dans les critères, eh ben vous avez une garantie d'État que vous pouvez présenter à votre propriétaire, qui est gratuite. Donc c'est un droit social qui est gratuite parce que vous êtes un salarié à faible revenu et tout, que c'est compliqué pour vous. Vous avez des critères qui sont facilités, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de gagner 3 fois le loyer, mais seulement 2 fois le loyer. Et on vous facilite les choses et vous n'avez pas à payer. Et cette garantie, elle fonctionne vis-à-vis des propriétaires. Maintenant, quand vous êtes indépendant, vous pouvez demander cette même garantie, mais à condition d'avoir moins de 30 ans. Si vous avez plus de 30 ans, vous n'avez plus droit à cette aide sociale. Mais des règles un peu dingues que vous nous écrivez là. Donc, du coup, moi je pose la question, pourquoi 30 ans? Pourquoi 30 ans? Donc, posons... C'est que la question, c'est que le législateur, en fait, a réfléchi et est allé jusqu'au bout des solutions pour les salariés, il ne l'a pas fait pour les indépendants. Il faut le faire. Donc vous voyez bien qu'il y a toujours quand même deux regards, deux manières d'aborder les sujets quand on est salarié. Le législateur, il est plus prompt à trouver des solutions. Enfin, peut-être que c'est compliqué. 90% de la population active est salariée. Oui, donc un peu moins, mais enfin, c'est quand même ça. Voilà. Donc il y a quand même une masse de salariés qui domine le système. Vous êtes d'accord? C'est un vrai sujet sur lequel il faut avancer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Qu'est-ce que l'avocat, le juriste, peut proposer? Parce que vous êtes aussi force de proposition au législateur, de dire aux bailleurs, aux banquiers, j'imagine que les banquiers, on peut les réunir, leur poser la question. Enfin, les banquiers travaillent sur la question parce qu'ils ont observé cette poussée sociologique qui fait qu'ils ne peuvent pas non plus faire comme se couper des clients, exiger des contrats de travail à tour de bras lorsqu'il y en a moins. Mais, donc ils y pensent. Ça, sincèrement, sur la technique bancaire, je ne saurais répondre, mais ce qu'il y a d'abord, il faut quand même observer que ce n'est pas aussi catégorique que vous le dites. C'est-à-dire que heureusement, ils s'y sont mis un peu. C'est-à-dire qu'ils font en fait une sorte de scoring sur le revenu professionnel, peut-être patrimonial des dernières années. Les bilans. Etc. Des bilans. Ils reprennent les bilans. Pas exagérer. Donc, disons que c'est plus difficile d'accès parce que c'est moins facile oui, les bulletins de paie, c'est facile. Voilà, ils font une analyse de bilan, ils font une analyse de revenus, ils font une analyse sur les 3 dernières années, ils regardent les déclarations fiscales. Ils voient, si tous les mois, ils ont gagné 5 000 €, ils voient bien que sur 2 années... Non, mais ce qui est intéressant, c'est de se demander si dans le fond, l'idée de créer un statut d'actif, je parle de la protection sociale, un statut partagé en disant l'objectif, c'est de travailler, peu importe le statut, on ne va pas se battre là-dessus. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais en revanche, voilà, on donne des droits qui sont très comparables les uns aux autres. Étant précisé, le seul bémol que je dis à cette idée, c'est qu'on ne peut pas non plus indifférencier tout le monde, parce qu'autant dire que tout le monde est salarié et tout va bien. On rentre à la maison et je veux dire, une fois qu'on a dit ça, tout va bien. Or, on sait bien que ça... Enfin, on ne va pas rentrer maintenant dans cette conversation, mais c'est techniquement pas la même chose. C'est pas la même chose, ni techniquement, ni dans le psychique, ni dans le droit, parce qu'on met par terre non seulement le droit du travail, mais le droit commercial. Parce que les prestations de services, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Et à quel moment ça s'arrête? Quand on est deux, on n'est plus dans la... Là, vous mettez le doigt dans quelque chose de on rentre dans quelque chose qui est l'édifice, là, pour le coup. Oui, vous touchez à la cathédrale, là. Donc c'est la cathédrale. Si bien qu'on n'est pas tous salariés, maintenant, il faut quand même arranger, faire en sorte qu'il n'y ait pas des citoyens de deuxième zone du point d'une protection sociale amoindrie. Que les indépendants ne se sentent pas des citoyens de seconde zone alors qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils s'épanouissent et qu'ils sont heureux dans le choix de vie qu'ils ont fait. Je mets de côté un certain nombre d'indépendants, on va pas revenir, mais qui sont toujours reliés à une entreprise plateforme par une forme non pas d'esclavagisme, le mot est trop fort, mais de lien
qui les tient par une forme de faux contrat qui n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ça existe Non, toujours. je ne suis pas d'accord avec vous, parce que c'est une analyse qui est une casuistique. Je veux dire, je ne peux pas répondre comme ça. Non, la réponse est non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Eh bien, ça tombe très bien. J'aime bien quand on n'est pas d'accord avec moi. Ça sera le mot de la fin. Emmanuelle Barbara, avocate associée chez Auguste Debouzy, spécialiste en droit du travail. Vous êtes membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. Et c'est un sujet, on l'aura compris, qui vous habite, sur lequel vous travaillez et que vous faites avancer d'ailleurs. D'ailleurs, avec Inde El Edrissi, parce que vous vous connaissez bien, cofondatrice indépendante de indépendant.co, il y a un site internet, c'est pour les indépendants. Et votre entreprise, j'arrive pas le... WeMind. WeMind, j'étais pas loin, vous voyez. Entreprise. Et je voulais juste te dire une seconde, parler du site 3millionsdindépendants.com, qui est le site qu'on a lancé pour la présidentielle et qui recense tous les problèmes rencontrés par les indépendants, sur lesquels nous attendons des réponses. 3millionsdindépendants.com. C'est ça. Voilà, en direction des candidats, parce qu'on l'a vu ce matin, ils parlent trop peu du droit du travail. Ils parlent des grands sujets macro, mais vous êtes, vous direz pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Emmanuelle Barbara est d'accord avec moi. C'est la fin de notre débat. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.